Kwekwe, prenez place. Alors, tout d'abord, je voudrais reconnaître que nous sommes, à travers la conférence et aussi les visioconférences, parce qu'il y a aussi d'autres sites qui sont en train de nous suivre, que nous sommes situés sur des territoires autochtones, traditionnels, non cédés. Et je vous invite aussi à faire cette réflexion pour chaque personne sur le territoire et les nations sur lesquelles vous êtes présentement. Donc, ici, nous sommes à Montréal, mais il y a aussi des gens à Saint-Hyacinthe et d'autres endroits. Alors, nous allons commencer. Je vais inviter le doyen de l'École de santé publique, le docteur Carl Hardy-Dubois, pour ouvrir cet événement. Merci Muriel. Bonjour tout le monde. Content de vous voir en si grand nombre. Chers invités, chers conférenciers et panélistes, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement spécial organisé dans le cadre du 10e anniversaire de l'École de santé publique. Je veux d'emblée souligner que cet événement est organisé en collaboration avec 4 autres facultés, la faculté d'aménagement, la faculté de médecine vétérinaire, la faculté de médecine, la faculté des arts et sciences. Nous sommes très fiers de cette coalition interfacultaire autour d'un enjeu qui est aussi important. Nous voulons d'ailleurs saluer ceux qui nous écoutent au campus de Saint-Hyacinthe et au campus de l'Université de Montréal à Mauricie. L'occasion était belle aujourd'hui pour rassembler des experts de divers horizons afin de mettre la loupe sur l'une des plus grandes crises de notre temps, sinon la plus grande crise, celle qui risque d'alimenter toutes les autres, la crise climatique. Les signaux de cette crise s'alourdissent, avec les phénomènes extrêmes qui nous surprennent par leur ampleur, par leur fréquence, par leur intensité. Les vagues de chaleur ou les vagues de froid, les incendies de forêt, les inondations, les tempêtes tropicales, les ouragans, qui créent autant de situations d'urgence. Mais ce que nous sommes en train de découvrir, c'est que la crise climatique est avant tout une crise de santé publique. On pourrait dire une crise de santé tout court. Parce qu'il n'y a pas un aspect de la santé qui ne soit touché. La santé humaine, la santé animale, la santé de tous les écosystèmes. Les répercussions sont multiples. Diminution de la qualité de l'air, de l'eau, du sol, perturbation des systèmes alimentaires, augmentation des zoonoses, augmentation des maladies à transmission vectorielle, détérioration des conditions environnementales, mais aussi sociales, qui façonnent notre santé physique et mentale. La crise climatique a ainsi un effet multiplicateur qui met en péril les progrès que nous avons réalisés depuis des décennies en matière de santé. Le risque est aussi de creuser davantage les inégalités de santé parce que le fardeau de la crise climatique est porté de manière disproportionnée par les plus vulnérables qui, paradoxalement, sont ceux qui y contribuent le moins. Tout le monde est d'accord qu'il faut agir, mais force est de constater que la mise en œuvre des changements nécessaires reste à l'étape des balbutiements, des tâtonnements. Le défi est immense parce qu'il faut agir sur de multiples fronts, transformer nos comportements individuels, améliorer l'efficacité énergétique de nos infrastructures, nous doter de politiques d'innovation technologique plus adaptées, renouveler nos manières de vivre, notre occupation du territoire, nos organisations sociales. C'est donc un ensemble de changements majeurs et très différents à mettre en œuvre avec une double contrainte. La contrainte de conduire tous ces changements
simultanément, mais aussi la contrainte du temps, parce que nous n'avons plus le luxe d'attendre. Ce qui nous est demandé, c'est donc en quelque sorte une révolution obligée qui doit se faire à diverses échelles, de l'individu au global, du coin de la rue à l'autre bout du monde, de ce qu'il est possible de changer immédiatement aux changements qui sont plus lents. C'est le sens de notre réflexion aujourd'hui, de notre réflexion de ce soir. Ce qu'on essaie d'imaginer, c'est comment renforcer les capacités d'agir à ces diverses échelles, locales, nationales et internationales. Comment créer cette synergie entre les actions? Merci à vous toutes et tous de faire partie avec nous de cette conversation. Merci à notre conférencière principale, la professeure Shirley Harper, et nos panélistes, Madame Mélissa Moline-Dupuis, Monsieur Nicolas Ogden, Madame Audrey Smagiassi, Monsieur Sébastien Jodoin. Donc, notre animatrice aura l'occasion de nous présenter plus en détail. Je vous souhaite une bonne conférence. Bon, puisque je suis plus petite que le doyen, il y a un petit truc pour moi. Alors, je vais me mettre un peu plus grande ici. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Muriel Maxing, je suis professeure adjointe en santé mondiale au département de médecine sociale et préventive à l'École de santé publique à l'Université de Montréal. Alors, nous sommes très heureux ce soir d'avoir l'invitée principale, Shirley Harper. Alors, je vais vous donner sa bio qui est très impressionnante. Alors, la professeure Shirley Harper, elle est agrégée à la Faculté de santé publique de l'Université d'Alberta. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les changements climatiques et la santé. Elle a été autrice principale du rapport spécial du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou en tout court le GIEC, sur l'océan et la cryosphère dans un climat en mutation, et du 6e rapport d'évaluation du GIEC. Donc, avec déjà ce départ, elle est la personne tout à fait désignée pour mettre la table au niveau de cette conférence. Elle a fait aussi partie du groupe de travail sur le genre du GIEC, ainsi qu'elle a été l'autrice principale de l'évaluation des changements climatiques et la santé au Canada, réalisée par Santé Canada. Shirley Harper occupe présentement le poste de vice-présidente du groupe de travail 1 du GIEC, sur le 7e cycle d'évaluation qui est en cours présentement. So, over to you, Sherry. Okay, share my screen. Okay, wonderful. It's so nice to be here today. Thank you so much for the invitation to speak. I'm calling in from Edmonton, which is on Treaty 6 territory. I'm calling in from my office at the University of Alberta in the School of Public Health. I'm so excited to talk about climate change. I think that any time that I get the opportunity to talk about climate change and health, I consider that to be a very, very good day. And so today I'm going to be talking about climate change and health. But if we look at the headlines, I pulled up some headlines just from today on climate change. We see lots of coverage on how climate change is an environmental issue. So for example, what makes climate change, how climate change makes wildfires worse, or how it's impacting animals around the world. And there was some interesting coverage on how climate change could cause generational trauma in great apes. There's also a lot of climate change coverage framing climate change as an economic issue. So the costs of climate change, how much will it cost our economy? Or in the case of this Toronto Star article, the cost of climate change to the ski industry in the United States. But as we heard from the dean, climate change is a health issue. And there's really interesting research coming out of the United States showing that if you frame climate change as a health issue, that it's actually more effective at inspiring
action compared to if you frame it as an environmental issue, or if you frame it as an economic issue, or if you frame it as a national security issue. So if we can frame climate change as a health issue, then we might be able to inspire more climate change action across the board. So that's what I'm going to be talking about today. And I'm mainly going to be doing that through my Intergovernmental Panel on Climate Change role, with the hat on of the Working Group 1 vice chair. But if we look back at the last assessment report that was published, this is one of the main findings that we found. Basically, that climate change impacts the environment, and it impacts the people who live in those environments. I think that that's increasingly relatable. When I first started doing climate change research, the discussion was around whether or not climate change is real. I can say that even calling in from Alberta today, that is absolutely less of the discussion. People are experiencing wildfires and other extreme events like extreme heat waves, floods, droughts, but also slower onset events, things like sea level rise, ocean acidification, and gradual warming. And this impacts everything that we care about. It impacts our infrastructure, it impacts culture, it impacts livelihoods, it impacts our economy, it impacts everything. But it also impacts people differentially. So we know that there are some people who are more vulnerable to climate change impacts. There's over 3 million people around the world who live in climate change hotspots. And we know that that vulnerability is embedded in things like colonialism and social inequities. And in the last IPCC report, for the very first time in the summary for policymakers, that root cause of climate change vulnerability was explicitly acknowledged. But we also know that it's impacting the health of people around the world too. And sometimes when people think about climate change impacts on health, they might think that it's something that's happening far away temporally or far away in time. But we actually know that climate change is already impacting the health of Canadians today. And if you look at Health Canada's report, that makes it very clear that climate change is not something that's going to be impacting the health of Canadians decades from now. It's already impacting Canadians today. It's not something that's happening only in other countries. It's happening in Canada already. So if we go back to the IPCC report, we assessed how climate change was impacting a wide variety of health outcomes. So that included things like air quality, respiratory illness, foodborne and waterborne disease, heat mortality and heat morbidity. But what I wanted to do is walk through 3 findings that I think were a little bit unique in this past assessment cycle. So the first is vector-borne disease. And it's really cool today because Dr. Ogden led a lot of that research that was included in the IPCC report on vector-borne disease and climate change. So in North America, for example, in the report, we outlined how the vector seasons are longer, they're starting earlier, their vectors are traveling further north, and that's increasing risk. So for example, in your part of Canada, we're seeing tick-borne diseases, things like Lyme disease, as well as other vector-borne diseases like West Nile. The risk is increasing northward. But even to the west of Canada, over where I am, projections are indicating that by mid to end of the century, we could see things like chikungunya in Western Canada, depending on how the climate changes. We also know that climate change is impacting malnutrition. In past assessment reports, this is mainly focused on how malnutrition will be impacted in the global south. But this time, we also included a focus on how climate change will be impacting malnutrition in the global north as well. So for instance, in Canada and in the United States, we assessed research that shows that climate change has already impacted nutrition. And if you look forward at how climate change will continue to impact nutrition into the future, we're projecting to see increased mortality over time.
And this has to do with the diversity of foods that are available in our grocery stores. So we might have enough caloric availability to be fed and not be hungry, but the diversity of foods that we have access to have already been impacted, and they already impact our grocery stores. And that will continue to change into the future, and it has really important health consequences. And the last thing I wanted to touch on in terms of new health outcomes that were covered by the IPCC report is mental health. So for the very first time in IPCC history, we were able to assess climate change impacts on mental health. And these can include direct impacts. So for example, if you're being evacuated from a wildfire area, that's obviously incredibly stressful. We know from research that that's associated with things like PTSD, anxiety, depression, and that these impacts are very long-term. So even years after the evacuation, these mental health impacts are still experienced by people who lived through that. We also know that things like heat impact mental health. And we're only starting to really understand the full extent of things like how a heat wave impacts mental health. And we also know that impacts on mental health include vicarious experiences of climate change. So if you're scrolling through social media and reading the news, or if you have family members or friends who are experiencing climate change impacts, that's really stressful, constantly being bombarded by images of devastation and destruction, and thinking about what our future holds. That's both vicarious experiences of climate change and anticipatory experiences of climate change, which can have negative impacts on our mental health. So in the report, we focused on how climate change was going to impact nature, impact society, and impact health, but we also focused on solutions. The UN Secretary General had dubbed the name of our report as the Atlas of Human Suffering. But I felt that that was maybe unfair because we actually spent a lot of time and space in the report talking about climate change solutions. So what can we do about this? In a health context, these are things like heat plans or mobilizing extra mental health resources in emergency situations. But one of the findings that really stood out to me was that a lot of the health benefits from climate change action actually happen outside of the health sector. So that includes things like food security, addressing water security and water safety, access to green space and access to blue space. These are all things that impact health and protect health in a changing climate, but the jurisdiction for that is actually outside of the health sector. So that really speaks to the need to work across sectors in responding to climate change. So we know that there are things that we can do to respond to climate change and reduce public health risk. But we know that so far, and we know that those efforts have been increasing. So over the past 10 years, we've started to see adaptations around the world ramp up. But we know that those adaptations are not keeping pace with the scale of climate change. We know that they're not happening in the places that need it most, so it's inequitably distributed. And we know that a lot of adaptation efforts are still in planning phases and are only starting to move into implementation stages right now. And that's true even in Canada. It was only last year that the federal government did the final approvals for our national adaptation strategy. So in a lot of ways, I guess like very formally from a government perspective, we're moving just now from that planning stage into the implementation stage, even in Canada. So we need to move a lot faster. We also know that every small bit of warming increases risk substantially, which really speaks to the need to move quickly. So I would say that overall for the report, the key finding was that we need to take action now. So every decision that we make is a climate change decision that will either take us closer to or further away from a climate resilient future. So those are the key findings of the report, but how does the IPCC come to these conclusions, and how rigorous of a report is this? I wanted to provide two examples. So I was one of the lead authors on a special report on oceans and cryosphere in a changing climate.
and also the Impacts, Adaptation, and Vulnerability report these were both published in the last cycle. So for the report on oceans and cryosphere, we assessed almost 7,000 studies. There were over 100 authors from 36 different countries. Almost a third of us were women. And there was a ton of peer review that happened. So we addressed over 30,000 peer review comments. The IPCC report goes out for peer review 3 times during the cycle, and it's open to any expert to provide peer review. So if you think about, for the researchers in the room, if you think about a journal article that you send out for review, you might get 2 to 4 reviewers providing comments on your article. Well, the IPCC report is magnitudes, larger in terms of the peer review process that it goes under. And every single peer review comment is publicly available, and we have to respond to every single comment, and our responses to those comments are also publicly available. The report on impacts and adaptation was a lot bigger in scale. We analyzed over 34,000 studies. There were 270 authors from a number of different countries. 41% were women, and we had over 62,000 peer review comments. But the most important part of the IPCC process is the science policy interface. So here on the screen, you can see that our summary for policymakers is being reviewed line by line in a formal United Nations panel setup. So there's 195 countries who are part of the IPCC, and they come and they go through the summary for policymakers line by line. And they ask for changes, they ask for clarity on certain sentences. And you can see here that the sentence that's highlighted in green, that's been approved by governments. The sentence highlighted in yellow is under discussion. And the unhighlighted sentence are sentences that we're getting to. And then on the other side of the screen, you can see all the track changes. Those are all the changes that have been made at the request of governments. And I'll get to why that part of the process is so important in a moment, but it does go through a line by line approval process. So I wanted to give an example to show how local level studies can feed into these international huge climate change assessment processes. And I wanted to use nutrition as an example from the special report on oceans and cryosphere. So here's a statement from the summary for policymakers. This means that 195 UN member states have agreed to the science behind this statement. And this statement basically says that nutrition's being impacted by climate change, and especially in places like the Arctic. And so what types of research is that based on? I wanted to use one example from British Columbia. There was a series of studies that were done in British Columbia that looked at how climate change was warming the ocean and how that led to impacts on fish and seafood that are available to communities. Fish and seafood weren't, they're not where they usually are. The quality isn't as good, and the yield isn't as high as it used to be. And that has really important impacts for nutrition, especially for First Nation communities in British Columbia, who really rely on that as part of their Indigenous food system. So if we take what we know about how climate change has already impacted these seafood species and how that's already impacted the health of communities, we can project that forward. And under a lower emissions pathway, we know that there'll be a decrease in nutritional intake for those communities. And under a high emissions pathway, we'll see that impact on nutrition to be even more severe. But what was really interesting about this study is that these series of studies is that it also looked at adaptation. So a lot of the times, especially Indigenous communities, when you talk about things like impacts on food systems, a response might be, well, just go to the grocery store. Like, don't they have access to grocery stores? Well, of course they do. And so this study actually looked at that and said, what happens if we replace seafood with things like canned tuna from grocery stores, or
bread and chicken and, common grocery store foods. And they found that even if you replaced the nutrients lost from seafood with these grocery store items, that you wouldn't replace those nutrients lost. So it just really emphasizes the importance of traditional food systems for Indigenous peoples and the impact that climate change will have on those. Now, these studies that we assessed ranged from very quantitative, like chemistry style of research, to research that engages with Indigenous knowledge systems. So Indigenous knowledge is in the report, and Indigenous voices are in the reports. Indigenous authors most often lead that assessment, part of the assessment too. So that's one example from nutrition. But these local level studies really do feed into the international assessment in terms of the statements that are made about how climate change has already impacted the environment and people, and how it will continue to do so into the future. So why do governments care about these reports? Well, I have to say that based on my experience on these two reports and going through the summary for policymaker line by line, they really care about these reports. It's like a week-long defense, but instead of a defense being 3 or 4 hours, it's like a week, including all-nighters. And instead of having maybe 4 to 6 examiners, you have hundreds of examiners in a room asking you about the nitty-gritty details about that science. You're being grilled on different things. And some countries have delegations of like 20 to 30 people. And sometimes those delegations have lawyers on them. Sometimes they have scientists that know the research just as well as the authors do. And it is an intense process going through the summary for policymakers line by line and coming to an agreement. The most important thing is that it accurately reflects the science. So the scientists are at the front of the room answering questions, explaining the science, and policymakers are asking for clarification. They're asking for the details behind the research and pushing for clarity, pushing for policy relevance in terms of the content. So why do they care about this IPCC report so much? Why do countries invest so much time and effort into this approval process and into the IPCC process? Well, it's related to the United Nations COPs. So every year there's a climate change UN COP where climate change is negotiated. So that includes things like the Paris Agreement, the Kyoto Protocol. Those were all negotiated at climate change COPs. And the Intergovernmental Panel reports on climate change are supposed to provide the science that underpin those negotiations. So if you go to these climate change COPs, you will hear decision makers and negotiators open their remarks based on IPCC reports. So, I've seen countries, especially, like small island state countries who are, hugely impacted by climate change. They come with their reports highlighted and tabbed, and they'll say something like, on page 540 of the report, it says this, therefore we're calling for, whatever. So that's why the IPCC process is so important to decision makers, is because it's science that actually has an impact on countries' decision-making processes, and it impacts these international negotiations. So at the climate change COPs, there's lots of side presentations where IPCC authors have the opportunity to interact with decision makers and negotiators and answer questions. But there's also an opportunity for scientists to interact with each other and give presentations, to also interact with NGOs and the private sector as well. But one of my favorite things about these COPs is that civil society really shows up. And so at the COP in Glasgow, COP26, it was a very interesting setup because the main venue was several blocks away from the train station, and they had to close the streets down around the venue for security reasons. So everyone had to come off the train station and walk several blocks to the venue. And those streets were lined with protesters calling for climate change action. So you can imagine being a negotiator from any given country, coming off the train,
and walking several blocks, hearing people calling for climate change action. It's a very powerful setup. So that at COP26, it was a very exciting COP for health because it was the first time that there was a health pavilion at a COP. That means that it was the first time that health was really at the forefront of decision makers' negotiations. Of course, health did feed into past negotiations, but it was the first time that there was an actual health pavilion that people could go to. At COP27, that continued to increase, and there was increasing health presence at the COP. And just this past year at COP28, there was an entire day devoted to health. And health ministers from around the world came to the COP and talked about climate change impacts on health in their country. They made commitments around climate change and health and committed to taking action. So that's my summary of the IPCC process and how local level community-based research, like the type of research that I do through my job at the university, feeds into these international assessment processes and how those international climate science assessment processes feed into international decision-making. And yeah, I'd be happy to take any questions. Merci beaucoup pour cet exposé qui nous a vraiment mis la table sur les enjeux importants des changements climatiques, mais qui est aussi des solutions et des opportunités. Alors, les questions, je vais vous les poser d'abord, et puis vers la fin, on aura aussi une séance de questions et réponses. J'espère que ça vous va bien. Alors, vous avez, comme vous l'avez fait, brillamment exposé différentes priorités de l'action climatique du point de vue des experts au niveau du GIEC, au niveau international. Nous sommes aussi intéressés, par contre, à entendre davantage sur votre expérience en tant qu'experte et en tant que chercheuse. Bon, je regarde un peu ici pour vous parce qu'il y a aussi un écran pour moi. Je peux bien voir la professeure devant moi. Donc, de votre expérience en tant qu'experte et chercheuse dans le domaine du climat, ainsi que sur la manière dont ces orientations de haut niveau peuvent être opérationnalisées au niveau international, au niveau national, au niveau provincial, mais aussi au niveau supranational. Donc, par exemple, au niveau du Canada ou même de l'Alberta, où est-ce que vous êtes maintenant. Alors, comment vous pouvez nous éclairer brièvement sur cet aspect d'ancrage de l'international jusqu'aux autres niveaux en dessous? Yeah, thank you for that question. And I think my answer is it's really hard. I think that over the past couple of years, I've seen the importance of these international negotiations. Sometimes I know before I started going to them, I wondered about like the importance. Do they really have an impact? Do they really matter? But going to them, I can say that I really believe that they do matter. And those international negotiations are really critical in terms of climate change action. We really need to take those seriously and talk to our elected political leaders and ask them if they're going to those and what they're going to be arguing for and plugging into that. So that's at the international level. So I think that international level really, really matters. But I also know that it matters at all political levels, of course. And so if we think about this specifically through a health lens, if I'm to reflect on where I'm located in Edmonton, in Alberta, a lot of climate change and health action is happening here. I think you're very lucky to be living in a province that has a very long history of climate change and health action and has taken a very important leadership role actually in Canada on that topic. And also in a city like Montreal that's taking a lot of climate change and health leadership. But I even see that in an oil and gas producing province like Alberta. So for example, our municipality, the city of Edmonton, is doing a lot of work related to climate change action. Everything from typical standard things like
like biking lanes, which we know is really important for climate change, but also has really important health co-benefits in terms of air quality and physical activity and mental health. But we're also doing a lot of things on zoning bylaws, which also have really important implications for climate change, but also have really important health implications as well. At the municipal level, you also see things like food security and water provision. All these things are in that jurisdiction, I guess, depending on the province that you live in. The hard thing about Canada, in some ways, is that health is the jurisdiction of provinces and territories. Of course, that links into Health Canada and the Public Health Agency of Canada, and there are connections there. But my point on the municipalities is that a lot of these things that they're doing are technically outside of the health sector, but have really important health implications. And so I think that one thing that's really important for us to start being better at doing is working across sectors and seeing all of these things as really as things that have really important climate change and health implications. So I don't have any examples, like good examples that directly, like projects that work across, scales of government and work across sectors. I think my point is more that from a health perspective, we need to start seeing climate change as a health issue, and not only from within the health sector, but also from health determining sectors as well. D'accord, merci. Donc, vous avez mentionné plusieurs exemples au niveau du secteur de santé, même au niveau du zonage, pistes cyclables, etc. Mais y a-t-il des exemples plus spécifiques au niveau de l'intégration? Parce que vous avez parlé que nous sommes dans une fédération, une confédération de plusieurs niveaux, la santé de juridiction provinciale. Donc, y a-t-il des exemples spécifiques d'intégration réussie justement entre les politiques climatiques au niveau international, bien sûr, mais qui se décline au niveau national et au niveau provincial, que vous jugez particulièrement intéressant à partager avec nous, avec l'audience? I can think of two examples, but they're not perfect examples. I think that I think we're still learning how to respond in that integrated way that you're talking about. But I'll give you two examples. One is wildfires. I am from Ontario, and moving out to Alberta, I learned that there's such a thing as wildfire season. And here in Alberta, our wildfire season started early this year. So wildfires have always been a challenge, but climate change is making them more challenging. Wildfires do not follow jurisdictional, provincial, and territorial boundaries, nor does the smoke. That means that it has to, it takes multiple levels of government to coordinate the response to that. Municipal level government, community organizations, NGOs, the private sector, provinces, territories, the federal government, but also coordinating with neighboring countries like the United States. And I know that you also experienced that last summer where you had wildfire smoke that reached New York City. And so I think that wildfire is a really good example of where governments are increasingly coordinating efforts around in terms of climate change response, and that includes a health element. The other example would be water. And the Great Lakes in Ontario, bordering with the United States, is a really good example of that too. There's a lot of different multinational, but also integrating like local level government all the way up to international, like discussions between governments in terms of water quality and safety, especially including in the context of climate change. So those are two examples of where people have to come together to respond to these different related climate change events or impacts. Is it done perfectly? No. And I think that that's where we're still learning about what is actually most effective and what's most sufficient. There's a long history of those types of collaborations and coordination, but in the context of climate change, we're really sort of experiencing this magnitude of increase that we haven't experienced before, and that's going to demand a new level of cooperation between governments and sectors.
Merci beaucoup. Merci pour cette réponse très exhaustive. Et je sais pas si vous voyez la salle, mais elle est complètement pleine. Donc, on va revenir vers vous tout à l'heure au niveau des questions. Et je vais inviter nos 4 panélistes maintenant à se présenter à l'avant. Il y a Mélissa Molène-Dupuis, Nicolas Ogden, Audrey Smargiassi et Sébastien Jaudoin. Prenez place. Et pendant qu'ils prennent place, je vais diligemment vous partager aussi leur biographie pour que vous compreniez aussi qui sont ces 4 personnes qui vont suivre la conférencière. Et puis, je vais poser quelques questions de suivi. Et après cette séance du panel, on va ouvrir la salle pour des questions pour tout le monde. Alors, premièrement, Mélissa Molène-Dupuis, elle est membre de la nation Innu Tequanichit de Mingan. Elle est responsable de la campagne forêt de la Fondation Suzuki, David Suzuki. Elle est animatrice, militante autochtone, environnementaliste, comédienne et réalisatrice. Elle est aussi présidente de l'organisme Wapikoni Mobile et a cofondé la branche québécoise du mouvement Idle No More. Elle anime présentement, entre autres, l'émission hebdomadaire Kwekwe à la chaîne ici première de Radio-Canada. Elle a obtenu plusieurs honneurs, dont le prestigieux prix ambassadeur de la conscience décerné par Amnesty International en 2017. Elle vient de publier en 2023 son premier livre pour enfants et je pense qu'elle l'a sur ses genoux. Nuchimit, un bain de forêt aux côtés d'Élise Gravel. Bienvenue, Mélissa. Oui, merci. J'ai l'air de me chercher une nouvelle job à tout le temps. Je suis comme, fais ça. Donc, à ses côtés, nous avons Nicolas Ogden. Il est chercheur principal et directeur de la division des sciences des risques pour la santé publique du Laboratoire national de microbiologie de l'Agence de santé publique du Canada. Il est aussi responsable des programmes sur les changements climatiques et les zoonoses. Donc, tout à l'heure, la professeure Harper en avait parlé. Médecin vétérinaire de formation, s'étant spécialisé sur l'écologie de la maladie de Lyme. Il continue ses recherches sur l'évaluation des risques par l'étude de l'écologie, de l'épidémiologie et de la diversité génétique des vecteurs et des micro-organismes zoonotiques et à transmission vectorielle. Il évalue aussi les impacts des changements climatiques sur les zoonoses et les maladies à transmission vectorielle et développe des outils d'adaptation. À ses côtés à gauche ou à votre droite, nous avons Audrey Smargiassi. Elle est professeure titulaire au département de santé environnementale et santé au travail à l'École de santé publique, ici même, à l'Université de Montréal. Chercheuse associée à l'Institut national de la santé publique du Québec. Elle offre son expertise sur les risques sanitaires associés à l'exposition aux polluants atmosphériques. Elle a contribué à l'essor du Consortium canadien de recherche en santé environnementale urbaine, ou le CANU. Elle a aussi développé des approches pour estimer l'exposition des grandes populations à divers polluants atmosphériques et d'autres facteurs environnementaux, comme la chaleur et le bruit. Elle dirige actuellement les travaux multidisciplinaires visant à évaluer les gains sanitaires de scénarios d'émissions de polluants de l'air dans le contexte du réchauffement climatique. Et juste à ses côtés, nous avons aussi le professeur Sébastien Jaudoin. Il est agrégé à la faculté de droit à l'Université McGill. Il est titulaire aussi de la chaire de recherche du Canada sur les droits humains, la santé et l'environnement. S'appuyant sur son expérience vécue de sclérose en plaques, il a cofondé et dirige le Disability Inclusive Climate Action Research Program, une initiative pionnière visant à générer, coproduire et traduire les connaissances aux intersections du handicap et de la justice climatique. Ces travaux ont notamment été cités par le GIEC et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, avec un grand H, et ont été couverts par des médias du monde comme la BBC, Radio-Canada et The Guardian. En 2023, elle a reçu le prix acteur de changement de l'Université McGill pour son dévouement dans la société. Alors, voici notre panel formidable ce soir avec nous.
Bien sûr. Alors, je vais commencer avec vous, Mélissa. Nous avons entendu Sherry Lee nous parler des grands problèmes au niveau international, au niveau national, mais nous voulons revenir un peu sur le plancher des vaches au niveau des communautés, au niveau communautaire. Donc, ma première question pour vous, malgré les différents défis, des nombreuses communautés autochtones font vraiment preuve de résilience et aussi d'adaptabilité. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'initiatives communautaires ou locales qui sont mises en place pour faire face justement au changement climatique? Hey, mon dos, la bonne question. Je pense que ce serait dur de parler juste d'initiatives de chacune des communautés parce que je dirais que ce n'est pas des initiatives, c'est plutôt des réponses à des politiques, à des choix de société, à des habitudes de vie aussi qui ont été mis en place depuis la colonisation, depuis les pensionnats. On est en réaction, puis souvent le monde nous parle de « ça vous fait pas peur, vous autres, la fin du monde, la crise climatique, l'anxiété environnementale ». Je dis, tu sais, nous autres, ça fait que 500 ans là, qu'on la vit, justement, notre fin du monde, tu sais, ce qui était dans le fond la fin de notre culture, la fin de nos territoires, la fin de ce qui était, dans le fond, notre manière de vivre. Et je pense que ce qui est à l'honneur de toutes les communautés, parce que je ne peux pas pointer juste une communauté, parce qu'il y en a tellement des projets, justement, en réaction au changement climatique, c'est cette adaptabilité-là liée aux savoirs ancestraux. Fait que je suis connectée beaucoup avec d'autres nations, par la chance, par les médias sociaux. Et les histoires, les savoirs ancestraux, c'est vraiment ça qui va faire carburer les esprits des gens dans les communautés pour trouver des solutions. C'est très proche du territoire. D'ailleurs, quand on fait une reconnaissance de territoire, c'est ce qu'on fait. Moi, aujourd'hui, je veux reconnaître justement que j'habite présentement un territoire à Benaki, mais qui est aussi un territoire qui est occupé par les Mohawks, par les Kanien'kehá:ka. Et le problème, c'est qu'on a souvent cette vision en silo qui ne nous aide pas vraiment à avoir une plus grande vision du réseau. Excusez-moi, je prends un petit peu d'eau. Oui. Je vais... Et voilà. D'ailleurs, ressources nécessaires s'il en est une. Excusez-moi. Je vais boire aussi en même temps que vous. Pause aquatique, c'est important. Je pars beaucoup dans une journée, alors vous comprenez... je commence à me dessécher. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai porté deux de mes je dirais, mes grandes inspirations pour le travail que je fais. Alors, il y a Bébé Yoda et il y a David Suzuki. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien, David Suzuki, déjà, je travaille à la Fondation. Non, je ne suis pas... je ne fais pas partie d'une secte religieuse des David Suzuki, mais c'est que j'ai eu une discussion avec David. La première fois que je l'ai rencontré, on était sur le bord du fleuve, on mangeait des fruits de mer parce qu'on était justement en rencontre avec la communauté Innu et la communauté de Longue-Pointe-de-Mingan. Et je lui ai dit, vous savez, David, les savoirs ancestraux, c'est comme des sciences. Et là, il m'a dit, non, je t'arrête maintenant. Les savoirs ancestraux, ce sont des sciences. Mais c'est quoi la science si ce n'est pas l'observation du territoire, des choses qui nous entourent? Et la différence, c'est que les sciences autochtones, elles, sont connectées sur le territoire, entre elles. Dis-nous, dans notre vision nord-américaine, eurocentrée de la science, on regarde à travers un microscope, puis on regarde un aspect. Puis après, on va aller dans l'autre, on va aller regarder un autre aspect, puis on oublie de connecter ces aspects-là. Donc, quand il m'a dit ça, premièrement, ça fait pouf! Parce que pour une fois, je ne me sentais pas obligée de valider ce qui venait de ma communauté. Je me suis rendu compte, non, c'est vrai. Hey, c'est tellement des bonnes sciences qu'on les partage encore aujourd'hui. On les donne à la communauté, on les partage même avec les Allochtones parce qu'on sait qu'il y a des savoirs importants là-dedans. Donc, Bébé Yoda arrive après ça. Parce que là, on parle justement de c'est quoi la culture. Si ce n'est pas les histoires qu'on porte dans notre cœur, avec nous, dans nos mémoires, qu'on partage pendant des millénaires, des temps immémoriaux, et qui se rendent jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, parce que j'ai eu cette discussion-là sur Bébé Yoda, sur Star Wars, c'est comme un des premiers moments où on partage le territoire, mais on regarde Star Wars de deux façons différentes. Il y a une façon où les gens regardent Star Wars, puis les communautés autochtones regardent Star Wars d'une autre manière. Donc, Bébé Yoda, c'était l'idée que on sait que Bébé Yoda est autochtone, mais de quelle nation?
Et là, on faisait une petite bataille de nations. Fait que moi, c'est sûr, les Bébé-Yoda étaient nous. Les Atikamekw sont très forts aussi pour défendre Bébé-Yoda et Atikamekw. Mais là, ce qui était drôle, c'est que les gens autour de nous, ils nous disaient, ben là, c'est quoi le rapport de Bébé-Yoda? C'est quoi le rapport de... Pourquoi vous en parlez? Et là, c'était vraiment de dire, on regarde la même chose, mais d'un autre point de vue, une autre manière de le regarder, puis avec notre expérience. Donc, c'est comme amener un deuxième avis. C'est ce qu'on j'entendais justement sur les commentaires, la lecture, le regard de l'autre, et on écoute tous ces avis-là. Et autrefois, avant, on partageait le territoire, donc c'est pour ça que quand je reconnais que je suis en territoire non cédé, je reconnais que je vais prioriser le regard et le savoir de la nation qui était ici depuis des temps immémoriaux pour m'inspirer, pour savoir quand chasser, quand pêcher, quand agir sur le territoire d'une manière que moi, si j'étais dans mon territoire, eh bien, je partagerais ce savoir-là. Donc, c'est une manière de pouvoir essayer de connecter nos deux visions. Bien sûr, je pense qu'on a vu mon CV, je suis un petit peu partout en même temps, mais je vous dirais que toutes ces choses que j'ai voulu faire, ça s'est complété avec Nutshimit. Je dirais ça, c'est mon projet dont je suis le plus fière. Parce qu'après plusieurs analyses, je me suis rendu compte que la population la plus intelligente, c'était la plus jeune. C'était les enfants. Oui, désolée, je sais qu'on est parmi certains des plus grands cerveaux de cette province, mais désolée, un enfant de 6 ans, 7 ans a plus d'intelligence, plus de souplesse intellectuelle, plus de capacité d'adaptation qu'un adulte qui est allé à l'école, puis encore pire, qui a des diplômes. Désolée. Et dans ces histoires-là, justement, ces passages-là, je veux transmettre des histoires. Puis aujourd'hui, je vais vous partager très rapidement. Il me reste 1 minute, juste pour rapidement. Oui, quelques secondes, parce que j'ai une autre question aussi. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, OK. Bien, dedans, il y a des histoires, justement, de la base, de la création à la vision du territoire. Donc, quand on parle des villes, les gens ont une vision de la ville puis de la forêt qui sont séparées alors qu'on est dans la forêt tout le temps. C'est juste qu'on a fait nos tipis plus élevés ici et qu'on oublie qu'on est dans la forêt. Ou même, on pense qu'on est dans un vaisseau spatial, mais non, on est sur un tapis volant parce qu'on dépend des 6 premiers pieds de vie sur la planète. Donc, on flotte à travers un tapis de vie. Et là, notre problème, c'est qu'on tire sur les fils du tapis. Et les enfants, eux, comprennent ça plus facilement. Et parler des fois avec des adultes, puis leur dire, on est dans la forêt à Montréal, et des débats, on m'ostine, mais les enfants, eux, le voient et le comprennent. Et donc, en partageant des histoires, on commence à bâtir le terreau sur lequel des savoirs, des sciences, puis des manières de faire autrement que celles qui nous ont été proposées peuvent se mettre en place. Donc, les projets sont tous connectés ensemble. C'est pour ça que c'est dur pour moi de pointer un projet, mais il y en a des très bons. Mais vous avez beaucoup parlé des savoirs traditionnels, de cette connaissance aussi des peuples autochtones. Donc, comment ces connaissances et ces savoirs et la connexion à l'environnement et à la nature sont utilisés justement pour l'adaptation au changement climatique ou même aux mesures d'atténuation, donc en quelques mots. Le défi. On n'est pas des environnementalistes, les communautés autochtones. On est des personnes qui ont bâti leur culture autour de la connexion au territoire. Donc déjà, de la mettre au centre même de qui on est, de ce qui nous fait vivre, de ce qui nous connecte, je pense que c'est très important. Et on parlait de santé mentale tantôt, puis de savoirs ancestraux. T'sais, on a une légende qui s'appelle le Hatchen. Vous avez peut-être entendu parler du Wendigo aussi. C'est un monstre cannibale qui existe dans la forêt. D'ailleurs, il faut s'en méfier. Il y a beaucoup de légendes très effrayantes. Cependant, ce qu'on ne sait pas, c'est que le Wendigo, c'est un humain qui a dépassé le tabou qui est celui de manger de la chair humaine. Donc, n'importe qui d'entre nous peut être un Wendigo s'il mange de la chair humaine. Vous pouvez imaginer la légende, comment ça faisait peur autrefois. Mais c'est connecté à aujourd'hui parce que présentement, on est dans une économie de Wendigo. On mange le futur et l'avenir de nos enfants. Donc, présentement, on est en train d'avoir les mêmes réactions qu'un Wendigo parce que le Wendigo, il veut toujours étendre sa vie plus loin que le moment où lui doit retourner au territoire, quand le cycle se complète. Et en faisant ça, bien, souvent dans les légendes, c'est des mères qui mangent leurs enfants, c'est des fils qui mangent leurs parents, leurs grands-parents. Donc, on voit le dépassement. Mais nous, présentement, on essaie de nous vendre plus de dépassement. Et c'est là où il y a une problématique. Et ça, ces savoirs-là, je pense qu'en racontant l'histoire, tu peux le voir beaucoup plus qu'en disant, oui, bien, on dépasse notre capacité de 2, 3, 4 planètes. C'est déconnecté. Mais quand on voit ce lien-là à une maladie mentale qui est celle de vouloir toujours aller
plus loin d'en vouloir beaucoup plus, d'avoir une boulimie de ressources. Là, je pense que ça connecte beaucoup les enfants. Mais je ne leur raconte pas le Wendigo au complet de même tout de suite, mais vous autres, vous pouvez y passer, par exemple. Merci beaucoup, Mélissa. Et ça donne un très bon point, un pont vers... Nicolas vient de parler de toute cette interconnexion entre la santé animale, santé humaine, santé environnementale. Et vous êtes à un niveau, au niveau de votre institution, au niveau fédéral, où vous utilisez plusieurs approches qui sont très intégrées, holistiques, systémiques, justement au niveau de cette interface, au niveau de la santé humaine, santé animale, santé environnementale, sous l'approche qu'on appelle communément l'approche une seule santé. Donc, je voudrais vous poser la question par rapport à la recherche, au niveau de qu'est-ce que vous entrevoyez comme priorité, au niveau de questions de recherche, au niveau de l'approche une seule santé, mais aussi faisant cette intersection par rapport à tous ces aspects que, Mélissa a bien décrit aussi. Oui, Mélissa a commencé avec un discours sur une seule santé, c'est certain. Et depuis longtemps, on a reconnu le lien absolu physiquement entre comment nous soignons l'environnement, la santé des animaux et à la fin la santé des humains. C'est clair que c'est intégré à plusieurs niveaux. Nous travaillons, nous faisons des recherches sur terrain, on attrape les petits animaux, on prend les échantillons, les tests pour les pathogènes, on prend les mesures de l'environnement, l'habitat, le climat, la météo, le sol. Et pour comprendre c'est quoi le lien entre le risque pour la santé publique dans l'environnement et les facteurs environnementaux, animaux, qui sont... Ça, c'est ma petite monde de zoonoses qui arrivent, comme la maladie de Lyme, qui monte vers le nord, dû au fait que les changements climatiques ont fait le sud du Québec propice politique maintenant. Je l'ai vécu, je suis arrivé ici en 2002, et il n'y avait presque rien ici en termes de risque, et maintenant c'est devenu une réalité. Et c'est clair que il y a un fort lien avec les changements climatiques comme facteur causal qui a permis le Québec de devenir, les autres provinces du Canada, propices pour tout cet écosystème qui apporte le risque pour la santé publique. Mais quand on parle d'une seule santé, c'est certain que nous manquons l'information sur l'environnement, sur l'écologie, sur les animaux, sur les bébites et tout ça. Et nous devrons faire la recherche rapidement, ça presse. On a besoin d'augmenter notre connaissance. On va chercher toutes les sources de connaissances. Les personnes qui ont été sur terrain le plus longtemps dans le nord d'Amérique, qui ont beaucoup à apporter à nous, à tout le monde. Parce que ça, c'est une autre chose. Une seule santé, c'est environnement, animal et humain. C'est nous qui sommes ici en ce moment, les humains. Et c'est juste nous qui serons capables d'affronter, qui régler, changer le voie vers les solutions pour les changements climatiques, la mitigation, la réduction de gaz à effet de serre et l'adaptation. Et ça, c'est une chose que nous devrons faire ensemble. Pencher un contre l'autre ensemble.
Ça, c'est le défi pour nous. Juste en termes de plus santé publique, dans cette façon, certainement, on est dans les silos. Maladies infectieuses, maladies mentales, chroniques, déterminants socio-économiques. Mais c'est une continuité. C'est toute une continuité. Et on ne peut pas vraiment affronter les changements climatiques et faire une bonne adaptation au risque de la santé publique sans mettre ça ensemble. Heureusement, on a le CRESP, qui est un centre de recherche, qui est un commencement d'une approche multidisciplinaire. Oui, on a besoin des personnes avec les... Chaque personne a une spécialité, un expert dans tous les domaines, mais on a aussi besoin des experts dans les approches multidisciplinaires. Parmi ça, c'est une approche multidisciplinaire à tous les enjeux de la liaison entre les maladies chroniques, les maladies infectieuses, la susceptibilité, la vulnérabilité, et pour tous les déterminants socio-économiques derrière ça qui sont les déterminants des maladies chroniques, de vulnérabilité, susceptibilité aux maladies infectieuses et la capacité à prendre l'information, se protéger. Mm-hmm. Donc, vous avez très bien évoqué tous les défis au niveau de ces priorités de recherche qui sont plutôt mises de l'avant, si j'ai bien compris, de façon verticale. Mais comment on pourrait se coordonner, tout le monde ensemble, collaborer ensemble, et quels sont vos leviers et vos stratégies au niveau fédéral pour aller dans ce sens? Je pense que en termes, c'est pas nécessairement un enjeu qui est fédéral ou provincial ou universitaire. C'est juste un enjeu qui affecte tous les niveaux. Normalement, les scientifiques ont pas de problème de travailler ensemble. C'est les institutions qui sont isolées. On a une faculté de biologie, on a une faculté ou un département de physique, on a un département de météorologie, on a un département de santé mentale. On n'a pas les institutions ni les opportunités pour, comme dans le monde des universités, l'opportunité pour les prix pour les personnes qui travaillent avec une approche multidisciplinaire. Les prix sont pour les personnes qui creusent un petit trou plus profond dans leur... c'est où on va gagner les prix, les publications, les subventions pour les profs. Donc, l'Université de Montréal est en train avec leur initiative d'Une seule santé, commence à affronter cet enjeu dans le monde universitaire. Et il y a des autres personnes au Canada qui font ça aussi, des autres universités. Donc, quand on parle des organisations responsables, par exemple, ACIA responsable à niveau fédéral pour la santé des animaux d'élevage, l'Agence de la santé publique humaine, les environnements, changement climatique Canada, environnement et la faune. On commence à essayer de travailler ensemble, mais c'est un commencement. Chaque organisation a ses mandats précis. Et ça, c'est un enjeu difficile à affronter, mais je
je suis un petit peu optimiste qu'on va avoir un futur plus multidisciplinaire parmi toutes les organisations. On a le Nations Unies, plusieurs organisations. On met ensemble le plan d'action conjoint pour qu'il y ait au moins un plan. Et parmi les actions dans le plan, c'est comment faire organiser ensemble toutes les organisations qui ont une responsabilité. Donc, on commence, mais comme j'ai dit, ça presse. Ça brasse. Ça presse. Ça presse. Ça presse, ça presse et ça brasse aussi. Oui, merci. Merci. En fait, la prochaine question, je pense que Audrey, vous pouvez aussi réagir par rapport à ce que les autres intervenants ont dit. Mais ce que vous voyez, on a commencé du niveau très international, même de la cryosphère, comme discuté par Shirley Harper. On est allé au niveau communautaire. Là, on fait un voyage au niveau national et maintenant, on s'en va vers le provincial. Donc, selon vos travaux qui portent justement sur les impacts sanitaires du réchauffement du climat et des facteurs de l'environnement, selon vous, quelles seraient les recommandations à l'endroit des différents niveaux, que ce soit au niveau plus haut, au niveau national ou même au niveau infra ou supra-provincial, pour que les actions climatiques soient plus alignées et qui puissent aussi tenir compte des différentes réalités spécifiques des différents territoires, justement. OK. En fait, il y a beaucoup de choses là, qui ont été dites déjà. En lien avec l'action climatique au Québec, on a vraiment misé, là, si je parle de la province, sur l'électrification. On a besoin, c'est clair, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est une action climatique importante, là. Mais je pense que c'est peut-être simpliste comme approche parce qu'en fait, les voitures sont sur les routes. Les routes, c'est du béton, puis il fait chaud. Ça attire la chaleur. Les routes, c'est aussi associé au développement ou à la destruction de ou le développement des routes est associé à la destruction de nos environnements, de nos écosystèmes. Fait que je pense que l'action climatique a besoin d'aller au-delà de l'électrification, en tout cas au niveau de notre province. On a besoin, en fait, de réduire certainement la place de la voiture dans nos vies. On a besoin, en fait, de faire des changements extrêmement importants, très, très grands changements. On a besoin, en fait, de repenser nos milieux de vie. On a besoin de réduire nos déplacements. On a besoin, en fait, je crois, de miser sur les services de proximité, sur l'agriculture locale. Donc, c'est des choses qui se disent, mais on a besoin de faire des changements radicaux, en fait, pour vraiment faire des changements importants. Et donc, ça va bien au-delà pour la province de l'électrification, selon moi, là, comme action climatique. Disons que j'aurais peut-être un autre souhait au niveau de l'action des actions qu'on devrait mettre en place. Je pense qu'on a besoin de protéger nos écosystèmes qui sont des milieux de vie pour vos communautés, pour nous tous, qui nous offrent énormément de bénéfices. Hein? Et en fait, on a besoin de végétaliser. On parle tous de végétaliser nos environnements, nos milieux de vie, mais c'est aussi associé à de la maladaptation parfois. Hein? C'est associé à ce qu'on appelle la gentrification. Hein? Par exemple, le verdissement des milieux urbains, ça attire les gens qui ont les moyens, puis ça déplace les gens les plus démunis souvent. Donc, il faut réfléchir à nos actions de façon intelligente. On a planté des arbres, on a planté des monocultures dans certains quartiers à Montréal, et puis là, on se retrouve avec des quartiers qui n'ont plus d'arbres parce que la grille du frein, par exemple, les a attaqués. Donc, il faut réfléchir à des actions de façon intelligente, dont verdir, oui, mais de façon intelligente, et de façon aussi intégrée, en intégrant, comme vous l'avez dit, M. Ogden, par exemple, les savoirs de d'autres domaines et de d'autres cultures aussi. Hein.
là, comme je dis rien de nouveau, tout a déjà été dit, mais je pense qu'une autre chose qu'on peut pas, qu'on se doit de mentionner en parlant de l'action climatique, puis ça a déjà été mentionné par Mme Shirley Harper, en fait, nos services de santé, nos systèmes de santé, c'est comme les changements climatiques, les événements extrêmes sont associés à des traumas, des traumatismes pour les populations, des traumatismes pour les travailleurs de première ligne qui vont être les premiers à aider les populations sinistrées. Et là, nos services de santé, nos systèmes ont actuellement de la misère à répondre aux besoins. Alors, comment on peut penser répondre ou comment on peut penser à des actions climatiques sans réfléchir à l'amélioration des systèmes de santé pour la santé physique et la santé mentale aussi, parce que justement, les populations vivent des traumatismes. Donc, je pense que les actions climatiques clés que je mettrais en place viseraient la préservation de nos écosystèmes, les services de santé et définitivement des modifications de nos milieux de vie pour réduire la place de la voiture dans nos vies aujourd'hui. Donc, vous avez parlé d'électrification, végétalisation, système de santé qui demandent l'action et le travail de plusieurs secteurs. Alors, comment une coordination intersectorielle, mais aussi intergouvernementale et peut-être aussi multidisciplinaire, interdisciplinaire, un peu comme évoqué tout à l'heure, pourrait faciliter une réponse aux catastrophes climatiques, souvent générées par nos propres activités humaines, et qui soit aussi inclusive des différentes populations de plus en plus vulnérables et celles qui sont déjà en situation de vulnérabilité. Donc, c'est à vous d'abord. Je sais que j'ai vu M. Jaudoin réagir, mais j'ai d'autres questions pour vous, mais Audrey d'abord. OK. En fait, ça a déjà encore une fois été mentionné. Donc, je vais redire peut-être certaines choses. Mais la fumée des feux de forêt, ça n'a pas de frontières. Les tempêtes et les inondations non plus. Là. Donc, quand on envoie des messages, quand on prépare des messages d'alerte, il faut que les messages soient cohérents entre les provinces. On ne peut pas, en Ontario, dire qu'on évacue les écoles, puis l'autre côté de la rivière, on ne le fait pas. Là. Donc, il faut nécessairement avoir des messages cohérents. Donc, c'est nécessaire d'avoir des coordinations intergouvernementales. De la même façon, la préservation des écosystèmes, on ne peut pas penser des corridors écologiques qui s'arrêtent aux frontières des provinces. Donc, on a besoin de travailler de façon coordonnée entre les provinces. Au niveau des secteurs, en fait, peut-être un élément là, pour vous ouvrir la porte, M. Jaudoin, je pense que la coordination intersectorielle a besoin de limiter ou réduire ou en fait limiter l'augmentation des inégalités sociales définitivement. Donc, si on met en place des interventions ou des mesures d'adaptation qui ne rejoignent pas les plus démunis, si on a des messages qui ne rejoignent pas les sans-abri, des messages d'alerte qui ne rejoignent pas les gens qui vivent dans la rue ou alors des incitatifs pour l'achat des autos électriques, mais qui sont complètement inutiles pour les personnes qui sont même pas capables de s'acheter une voiture, bien, je pense pas que ce sont des bonnes actions. Donc, on a nécessairement besoin de développer des actions intersectorielles en considérant les inégalités sociales ou en s'assurant de limiter les inégalités sociales, peut-être pour vous ouvrir... Oui, la porte et le chemin est très grand ouvert. Donc, c'est à vous. Mes prochaines questions sont adressées à vous, M. Jaudoin. Donc, de votre perspective de juriste et aussi d'expert en droit, comment vous voyez donc cette intégration au niveau des droits des divers groupes de population en situation de vulnérabilité, je dirais aussi en situation de marginalisation? Comment ces groupes-ci peuvent être prise en compte et comment on peut aussi s'assurer que les inéquités dans les politiques nationales prennent en compte aussi toutes les questions d'adaptation climatique. Oui, merci pour la question. Donc, mon équipe et moi, une des choses qu'on fait, c'est qu'on
on collecte les politiques en adaptation climatique ou les politiques d'atténuation de réduction de gaz à effet de serre. On les collecte de manière systématiquement, puis on les analyse pour voir à quel point ils reconnaissent certains types d'inégalités. Est-ce qu'ils reconnaissent les droits de certains groupes? Donc, on regarde les femmes, les peuples autochtones, les personnes racisées, les personnes qui vivent dans la pauvreté, les personnes handicapées, les migrants. Donc, plusieurs groupes. Puis, c'est aussi les groupes que les États sont censés, ils doivent respecter, en fait, leurs droits humains. Ils doivent le faire dans le contexte de leur politique climatique. Donc, c'est ce qu'on fait. Et malheureusement, ce qu'on trouve dans notre recherche, c'est que, dans le fond, que les États, très peu d'États, en fait, font ça d'une manière approfondie. Dans le fond, s'ils mentionnent ces groupes-là dans leur politique, c'est souvent dans une liste de groupes qui sont à risque. Par exemple, 80% des politiques d'adaptation climatique mentionnent les femmes, quelque part. Mais après ça, quand on les regarde dans la politique même, est-ce qu'il y a une mesure qui reconnaît ou favorise la participation des membres de ces groupes-là au développement ou la mise en œuvre d'adaptation de solutions climatiques? La plupart du temps, la réponse est non. On a essayé autour de 10%. Est-ce que les gens sont consultés? Là, on est en moins de 5%. Est-ce que la preuve de consultation est là? Alors, est-ce qu'il y a des mesures concrètes dans la politique qui vont accroître la résilience d'un de ces groupes-là ou qui va s'attaquer aux inégalités? Alors, encore là, les résultats sont vraiment très décevants. Je mentionnerai spécifiquement un groupe qui est très à risque dans la crise climatique, qui est les personnes handicapées, qui, en fait, sont vraiment un des premiers groupes touchés, en premier et de manière disproportionnée, par les changements climatiques. Donc, on connaît tous le fait que dans le dôme du Pacifique qui a frappé la Colombie-Britannique en 2021, il y avait plus que 600 personnes qui sont décédées, mais 92% des personnes qui sont décédées avaient un handicap. Donc, ça, c'est une conclusion du rapport du coroner de la Colombie-Britannique. Et ce que le coroner a découvert, a noté dans ce rapport-là, c'est d'abord tous les facteurs à risque qui avaient placé ces gens-là dans une situation précaire. Donc, pas juste le fait qu'ils avaient, oui, une certaine maladie, une condition qui pouvait les mettre à risque, mais le fait que c'était normalement des gens qui vivaient seuls, qui vivaient avec un statut socio-économique précaire, qui vivaient dans des quartiers où il y avait peu d'espace vert. Donc, on voit vraiment ici comment la vulnérabilité climatique, c'est vraiment quelque chose qui est le résultat d'inaction et de politiques publiques, d'actions qui sont prises ou qui ne sont pas prises. Donc, je ne veux pas trop critiquer la ville de Vancouver, mais Vancouver, c'est vraiment frappant si vous regardez la carte, où est-ce que les espaces verts sont. Ils sont dans les quartiers riches. Puis les quartiers plus précaires, il n'y en a presque pas. Et c'est ces endroits-là où les gens sont décédés. Donc, quand on parle de vulnérabilité climatique, il faut reconnaître qu'en fait, oui, il y a les changements climatiques qui vont interagir avec la sensibilité que les gens peuvent avoir vis-à-vis un impact climatique en raison peut-être non seulement d'un problème de santé, mais aussi peut-être un accès réduit aux soins de santé. Puis finalement, leur capacité d'adaptation, leurs connaissances, les ressources auxquelles ils ont accès, qui leur permettent d'être résilients ou pas. Et c'est ce dernier facteur-là où il y a beaucoup de travail à faire pour réduire finalement les disparités dans qui a la possibilité d'être résilient ou pas dans un événement climatique extrême. Et personnellement, moi aussi, je travaille avec les personnes en situation de handicap dans mes champs de recherche, donc je suis très attentive à ce que vous êtes en train de dire. Et donc, dans quelle mesure les droits des personnes en situation de handicap sont intégrés justement dans les politiques nationales d'adaptation climatique? Et est-ce que vous avez des exemples de meilleures pratiques, puisqu'on tend toujours vers des solutions encore plus optimales? Oui, alors, le dernier rapport qui est sorti au mois de décembre, on avait vu qu'il y avait 1/3 des pays qui mentionnent, d'une certaine façon, les personnes handicapées au moins une fois. Mais on a juste trouvé 15 politiques qui avaient au moins une mesure d'adaptation concrète
pour assurer la résilience climatique des personnes handicapées. Donc, en général, le problème, c'est que les personnes en situation de handicap ne sont même pas sur le radar des gens qui travaillent sur les questions d'adaptation climatique. Je vais vous donner l'exemple du Canada. La dernière politique nationale, la première, là, qui a été adoptée officiellement au mois de décembre 2022, en fait, c'est très bien, ils reconnaissent les peuples autochtones, il y a des mesures dans cette direction-là, ils reconnaissent la vulnérabilité des femmes. À la page 13 de la politique, il y a un petit descriptif de qui est mort dans la vague de chaleur du dôme du Pacifique. OK? Et dans ça, ce qu'il dit, c'est les deux groupes qui sont décédés, c'est des personnes âgées et les personnes qui vivaient dans la pauvreté. Donc, personnes âgées, c'était comme 72 personnes dans la pauvreté, c'était comme 58 quelque chose comme ça. Ils ont comme oublié le chiffre de 92 des personnes handicapées. Donc, à tel point que c'était vraiment pas dans leur compréhension de l'enjeu. Dans le fond, alors c'est ça. Donc, on a aussi, par exemple, on a collecté aussi les politiques climatiques des villes aussi, la même chose. On voit que s'il y a une référence au handicap, c'est toujours en fonction d'un problème médical, ce qui est quand même déjà un bon départ. Mais le problème, c'est que là, on ne reconnaît pas finalement tous les facteurs sociaux qui rendent les gens vulnérables. Donc, ce n'est pas nécessairement le fait, encore une fois, d'avoir une maladie qui nous met à risque. C'est le fait d'avoir une maladie qui nous met à risque, plus le fait qu'on n'a pas accès à l'air climatisé, plus le fait qu'on n'a pas accès aux espaces verts. Donc, nous, dans notre programme de recherche, on multiplie l'initiative pour essayer... En fait, c'est comme, je trouve ça un peu bizarre, mais je dis toujours, c'est démontrer le zéro, dans le fond, démontrer qu'il ne se fait pas. Donc, juste vous donner un dernier exemple de ça qui est vraiment frappant. La Ville de Montréal, ils ont des données sur l'accessibilité de leurs espaces verts. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris leurs propres données pour les analyser. C'est terrible, OK? Donc, sur les 930 espaces verts et parcs répertoriés par la Ville de Montréal, qui, en passant, la Ville de Montréal a décrit les espaces verts comme essentiel à la vie d'un citoyen montréalais, essentiel pour la résilience climatique, OK? Essentiel pour la santé mentale. OK? Leurs propres données nous montrent qu'il y a juste 5 parcs à Montréal, sur les 930, qui ont les aménagements adaptés. OK? Il y a juste une douzaine de parcs qui sont accessibles par transport adapté. Là. Donc, c'est vraiment terrible. Donc, on essaie finalement de regarder justement qu'est-ce qui ne se fait pas. Puis là, on est tombé sur quelque chose c'est comme une mine d'or, dans le fond, là, mais c'est parce que normalement, les gouvernements, ils ne disent pas qu'est-ce qu'ils ne font pas, mais là, eux, ils l'ont très bien documenté qu'ils ne le font pas. Alors ça, c'est une autre étude qu'on va sortir bientôt. Peut-être un dernier exemple, on fait quelque chose de similaire pour les transports en commun, la décarbonisation du transport. Et donc là, on fait des entrevues avec des personnes en situation de handicap, puis on voit que finalement, les mesures climatiques pourraient être un levier excellent pour rendre la société plus accessible. Malheureusement, quand on ne pense pas du tout à ces enjeux-là, quand on n'implique pas les personnes handicapées comme connaisseurs, comme bâtisseurs, comme co-innovateurs de solutions, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on adopte des politiques qui, en fait, renforcent des barrières existantes plutôt que des politiques qui les éliminent. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Ouais, je vais répondre. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de travail à faire, mais aussi ce que j'entends de vous quatre et aussi de Mme Harper, c'est qu'il y a beaucoup de solutions et d'opportunités pour mettre en place. Alors, remercions les 4 panélistes et restez là. C'est que le temps file, donc vous restez là. Je vais inviter la prochaine personne, c'est Isabelle Thomas. Elle aura la dure et la belle tâche de tout synthétiser en moins de 5 minutes, n'est-ce pas? Et c'est la première fois qu'elle entend tout le monde parler, donc ça nous mettra aussi, ça nous donnera aussi l'occasion par la suite d'ouvrir la séance de questions-réponses avant de clore, et puis il y aura du vin, du fromage là-bas. Mais je voulais présenter rapidement Isabelle Thomas. Elle est professeure titulaire de l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage, et elle est aussi la vice-doyenne à la recherche de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Ses travaux et ses recherches actions sont centrés sur l'urbanisme durable, la planification environnementale ainsi que les enjeux de vulnérabilité, de gestion des risques et d'adaptation au changement climatique
afin de construire des communautés plus résilientes face aux risques naturels et anthropiques, ça veut dire générés par l'activité humaine, n'est-ce pas? Et donc, ces contributions les plus importantes concernent l'élaboration d'une méthode d'analyse et de vulnérabilité sociale et territoriale aux inondations en milieu urbain. Elles s'investissent également dans les stratégies pour la construction innovante des quartiers résilients qu'on peut découvrir dans le dernier livre qu'elle a co-dirigé et qui s'intitule « La ville résiliente, comment la construire ». Elle a aussi créé l'équipe de recherche à réaction, formant un réseau d'experts locaux et internationaux pour le partage de connaissances sur les meilleures pratiques pour les aménagements résilients du territoire. Alors à vous de nous partager cette synthèse en 5 minutes. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Quel panel incroyable et vraiment inspirant sur des questions qui sont quand même extrêmement difficiles, mais on voit quand même qu'il y a certaines opportunités, certaines stratégies, solutions possibles. Alors, bon, en 4 points, j'en avais 8 au début, je me suis dit ce ne sera pas possible, donc finalement j'en garde juste 4. Très important, on le sait, les apprentissages. On est à l'université, vraiment, on voit très bien à quel point la cartographie, les connaissances des personnes vulnérables, de la localisation de ces personnes vulnérables est totalement fondamentale pour pouvoir apporter des actions, des solutions. Connaissance aussi, justement, et réflexion sur les savoirs des communautés autochtones qui nous apprennent tellement et qui peuvent tellement aussi nous transmettre des éléments qui, aujourd'hui, peuvent paraître complètement évidents, mais qui, pourtant, sont tellement ancrés et nécessaires. Les retours d'expérience, vous n'en avez pas parlé, j'en parle parce que j'en fais beaucoup. Je fais beaucoup de retours d'expérience dans les municipalités québécoises et justement, ça fait le lien entre le local, les populations et puis les gouvernements, les ministères. Parce que c'est sûr qu'on voit très bien avec le GIEC, avec les organisations internationales, à quel point c'est important de réfléchir à des solutions, à des stratégies globale et commune, mais franchement, on ne veut pas faire de copier-coller. Et donc, toutes ces données sont essentielles pour pouvoir apporter des stratégies qui soient vraiment adaptées aux différents territoires. Et ça, c'est essentiel. Le deuxième point, c'était les outils. On a vu qu'il y a quand même beaucoup d'outils qui sont déjà existants, qui sont complémentaires, que ce soit les outils réglementaires qui nécessitent toujours une évolution. On le voit là, par exemple, là, vous avez tous vu, je pense, l'annonce gouvernementale dernièrement des plans climat. On va avoir 500 millions à l'échelle du Québec pour les municipalités pour qu'elles puissent faire de nouveaux plans climat. On fait beaucoup de plans. On veut aussi aller dans l'action et justement que ces plans ne soient pas juste des indicateurs sur le nombre d'arbres ou sur la diminution des gaz à effet de serre, mais beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on fait avec nos territoires, avec nos collectivités et comment on évite de créer plus d'enjeux de vulnérabilité avec l'éco-gentrification, etc. Donc, on a vu qu'il y a des termes quand même qui sont sortis, qui sont tellement puissants, mais faire le global, c'est tout un défi. Alors, le troisième point que je voyais qui est très, très important, c'est vraiment renforcer les capacités et travailler en co-construction, transdisciplinarité. Vous avez vu, il y a 4 facultés là, qui sont collaboratrices, parce que c'est comme vous là, qui avez organisé l'événement, dont la faculté de l'aménagement. Et forcément, nous, c'est vraiment le milieu, c'est le paysage, c'est l'architecture, le design, l'urbanisme. Et c'est vrai que moi, je me rends compte, quand je vais faire mes fameux retours d'expérience, à quel point la santé est essentielle. Et souvent, dans les politiques publiques, elle n'est pas toujours mise en exergue, surtout quand on parle d'aménagement du territoire. Mais pourtant, on voit à quel point on travaille. Il faut absolument accompagner les populations et aussi faire de la prévention. De la prévention, on voit qu'avec l'érosion côtière, la submersion marine, il faut qu'on déplace des populations. C'est sûr que ce sont des défis énormes, les traumatismes, sur lesquels il faut travailler petit à petit. Et donc, on ne peut que travailler ensemble. Et donc, j'en finis avec la sensibilisation, la communication. On voit à quel point les différents types d'outils sont nécessaires. Nous, on le voit très bien aussi dans les municipalités, et donc les BD pour les enfants, parce que les enfants sont vraiment les futurs citoyens et acteurs influenceurs du territoire, et puis de la santé. Et donc, c'est vraiment très, très important de pouvoir avoir différents types d'outils qui nous permettent de sensibiliser, de partager cette connaissance et d'influer un changement, parce que finalement, on voit très bien qu'on ne peut pas rester sur des acquis, qu'il faut absolument influer un changement, mais influer un changement
en réalisant que dans l'action, on peut quand même avoir du positif qui ressort de tout cela. Ah oui, et je vais finir avec l'université comme acteur de changement et influenceur, puisqu'on le voit. Et puis merci d'être là. Et surtout, partez avec quand même une idée positive de ce qu'on peut faire tous ensemble. Bon, waouh, c'est vraiment extraordinaire. En 5 minutes, vous avez livré la marchandise. Très efficace. Merci. Vous pouvez rester là. Merci de votre patience à Edmonton, Madame Harper. Maintenant, on va ouvrir la salle, la séance aux questions. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Il y a 2 micros. Présentez-vous au micro. Il y en a un ici et il y a un micro aussi qui va circuler. Alors, nous avons une première personne. Allez-y. Est-ce que c'est ouvert? Oui, okay. C'est ouvert. Bien, écoutez, merci beaucoup pour vos présentations et c'était vraiment inspirant. Ma question s'adresse à Mesdames Mélissa et Audrey. Actuellement, le gouvernement du Québec s'enligne vers un développement à tout va de la filière batterie, de développement énergétique, entre autres, envisager de nouveaux barrages. Également le développement des mines. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une fuite en avant ou qui pourrait éventuellement mettre en péril un peu la santé de l'environnement, la santé des communautés autochtones et de la santé publique? Vous voulez y aller en premier? Sinon, je vais parler trop. Allez-y, Mélissa. Allez-y. Il est certain là, que... la filière des batteries, c'est pas nécessairement complètement propre et qu'il y a des impacts pour l'environnement. Je pense que le point que je faisais tantôt, c'est qu'il faut réduire la place de nos voitures dans nos milieux de vie. Il faut aussi réduire nos consommations d'énergie. Je pense qu'il faut repenser nos façons de vivre, nos façons de faire avant de peut-être développer largement cette filière, à mon sens. Mais là, c'est tellement personnel ce que je dis comme réponse ici. Là. Moi, on me parlait souvent des batteries, de l'électrification pour faire la transition énergétique, tout ça. Puis je dis, oui, mais vous savez où est-ce qu'ils vont chercher les minéraux pour les batteries? Vous savez que c'est les communautés autochtones qui sont encore, une fois de plus, dans le chemin. Et beaucoup de ce qui est fait en ce moment, justement, ressemble beaucoup à ce qui a été fait il y a 200 ans, quand on a commencé, un peu moins de 200 ans, excusez-moi, commencé à mettre ce qui était dans le chemin de l'industrie, on l'a mis dans une réserve. Fait que nous, on nous a mis dans la réserve parce qu'on était dans le chemin de l'industrie, puis ça a commencé dans les prairies parce qu'ils étaient dans le chemin de l'agriculture. Nous, après, c'était les années 50 parce qu'on était dans le chemin de la foresterie. Et aujourd'hui, on voit les caribous maintenant sont mis dans des réserves aussi, dans des enclos. Et tranquillement, à mesure, ce que je vois, moi, c'est des économies qui sont développées pour mettre ce qui est dans le chemin de l'économie dans une réserve ou de côté. Présentement, les citoyens autour du dossier Nordvolt s'expriment. Les communautés autochtones, eux autres, sont encore une fois pas consultés, même si on dit qu'ils sont sur leur territoire. C'est pas le seul enjeu. Tu sais, moi, je regarde la rivière Magpie, par exemple, où il y a une coalition qui s'est faite entre ma communauté de Equantit et les membres de la communauté de Magpie. Donc, j'ai dit, tu sais, ce qui était fantastique dans ce cas-ci, c'est qu'on a vu faire travailler deux approches. C'est-à-dire qu'on avait l'approche des droits autochtones, qui sont reconnus à l'international, au fédéral, et l'approche des municipalités. Et en faisant ça, on a fait un grillage beaucoup plus serré, ce qui a permis justement une mobilisation qui n'avait jamais été vue auparavant. On aurait pu le voir aussi avec Anticosti si la réaction avait été pas plus rapide et beaucoup plus brutale de la part de la population par rapport à toucher à Anticosti. En ce moment, moi, ce que je vois, c'est qu'on utilise beaucoup la pauvreté des communautés, le fait aussi que c'est un des premiers gouvernements qui a finalement une écoute et une discussion avec les communautés autochtones. C'est la grande séduction en ce moment par l'industrie, par le gouvernement. On l'a vu dernièrement, le premier ministre s'est rendu justement à Pessamit. Ça a l'air que c'était la première visite d'un premier ministre depuis Duplessis. Donc, ça dit un peu
qu'on voit que le pouvoir des communautés autochtones par rapport à faire respecter leurs droits, faire entendre ce qu'ils veulent sur leur territoire, on le voit comme un outil justement pour empêcher le développement dans les communautés, mais on se sert aussi du racisme environnemental dans lequel on a été placé pour faire avancer ces projets-là. Et je pense que ça, c'est souvent des détails que le monde dit « Ah, mais c'est le racisme environnemental, qu'est-ce que vous avez encore inventé? » Mais c'est une réalité qui existe pour les communautés autochtones. On l'a vu pendant la pandémie ici à Montréal, parce que vous parliez des zones vertes qui sont plus proches des personnes plus riches, mais on l'a vu que les gens de Montréal-Nord ne pouvaient pas échapper au construit social de leurs habitations pour aller dans des espaces verts. Les jeunes se faisaient interpeller parce qu'ils étaient dans des stationnements, parce qu'ils n'ont pas le Mont-Royal à proximité. Fait que, excusez-moi, j'ai très soif. Donc, on le voit, ça, c'est des dossiers qui sont mal ficelés à mon regard. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit aussi par rapport à, tantôt, creuser pour trouver... Tu sais, on donne le prix à celui qui creuse. En leadership nord-américain, on donne le prix à celui qui est au top de la pyramide. Fait que celui qui plante son drapeau sur le top de la montagne, mais on oublie les Sherpas qui ont fait le voyage 15 fois d'affilée avec un autre gars sur le top de la montagne. Donc, le 1 qui profite du 99 du travail du 99 mais dans un leadership traditionnel autochtone, bien, tu flippes la montagne, ou plutôt la pyramide, et là, tu te retrouves avec un canot. Et là, ça, c'est la partie difficile, parce que là, je vais choquer du monde. Ça, c'est du leadership traditionnel où il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de salaire. C'est la job que tu dois faire parce que tu n'as pas le choix de le faire pour ta communauté. Aussitôt que tu mets de l'argent, des médailles, tout ça, là, tu as les abeilles qui faisaient le miel, mais là, tu as les mouches qui viennent le bouffer, ce miel-là, et qui font fuir les abeilles. Donc, il faut voir aussi comment on fait notre leadership en ce moment et qu'est-ce que ça amène et qui ce leadership-là écoute. Les gens dans le canot, c'est-à-dire la communauté, ou ceux qui sont vraiment proches, là, les petits Sherpas qui travaillent pour eux autres, puis qui les poussent au top de la montagne. Donc, c'est vraiment de changer cette vision-là. Puis là, j'entends le monde me dire tout le temps, mais là, comment tu veux qu'on fasse? Veux-tu qu'on fasse gratuitement? Mais j'ai dit, tu sais, si on faisait du leadership qui n'est pas payant pour les poches, mais qui est payant pour la communauté, tu verrais totalement un shift dans qui est au poste. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question, monsieur, et puis il y aura quelqu'un après. J'aime ça. Bonjour à tous. Et je remercie les conférenciers et les experts de la panel. Et mon nom est Antoine Goudio. Et je veux poser une question, mais avant, je veux dire, je réfléchis comme étant d'ici et d'ailleurs. Et j'ai beaucoup travaillé ailleurs sur la question. Et j'ai écouté tout et je me suis enrichi aussi. Et je vous remercie pour ça. Mais regardez le titre de la thématique développée ici. On est parti de l'accélération de l'action climat pour aller à la santé. Et beaucoup de débats ont prouvé ici qu'il faut mettre l'homme, que la question fondamentale du climat, c'est de l'homme qu'il s'agit. Et quand on parle de santé, c'est la santé de l'homme et de la santé de tout le reste, de tout ce qui est être. Et la question que je voudrais poser, c'est, et si on renversait la question, c'est-à-dire si on renversait le sujet, est-ce qu'on peut renverser le sujet et partir de l'homme, de la santé, au cœur des risques globaux, du risque global, parce que la question du changement climatique fait partie de la question plus globale de la réduction des risques de catastrophes ou bien des risques en général. Surtout que nous savons que les risques sont interconnectés. Et quand on aborde les risques, on aborde aussi les risques, les questions de changement climatique. Et tant qu'on n'aura pas réfléchi globalement, c'est ma conception, et beaucoup d'articles d'auteurs l'ont dit, j'ai soutenu sur la question, et je dis, si on renversait, qu'est-ce que ce sera pour vous, qui êtes experts et qui êtes ici? Qu'est-ce que ce sera pour cela? Parce que, chez moi, quand on aborde la question du climat, ou des risques de façon globale, et même ici aussi, ça dépend de la perception de celui avec qui on aborde la question. La perception du risque.
la perception sur les changements climatiques. Comment nous accueillons ça? Et c'est déterminant dans la réaction que nous avons par rapport à ça. Si ça pénètre plus facilement l'auditoire ici, et que nous sommes là parce que nous comprenons déjà l'importance, et si je parle de climat chez moi, on parle d'autre chose. Et si je prends l'homme en compte, c'est-à-dire comme élément fondamental, et que c'est l'homme et sa santé, ou la santé des êtres que nous prenons, le climat trouvera son compte. Merci. Et je pense c'est ce que je pense. Et merci beaucoup. Oui. Je ne voulais pas vous couper la parole. Je vous remercie. Peut-être que je vais adresser ce commentaire ou cette question à Shirley Harper. Est-ce que vous voulez réagir à ce que monsieur vient de dire? Yeah, I mean, I think that I would say, like, yes, of course. These things are very interconnected. They're not silos, and we have to pay, like as Nick was saying, we have to pay attention to the health of everything, not just people. And I think that the more that we see these things as interconnected, the better. And if we focus on the health of the environment and the health of the climate, then the health of the people will follow. That would be my short answer. But of course, yeah. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir à ce commentaire? Nicolas, non? Peut-être. Oui, allez-y. Mais oui, exactement. C'est une seule santé. C'est l'interaction entre l'environnement, le monde et nous. Mais c'est nous qui sommes ici. Et c'est nous qui sommes responsables. Et c'est nous qui serons la solution est dans nos mains. Mais c'est complexe, c'est certain. Et comme on a constaté, on a le problème de cette pyramide. Et parmi les problèmes, c'est quoi la richesse appartient à qui? C'est la personne ici. Et qui est le consommateur en chef? C'est lui. Donc, pour inverser ça, il faut avoir un changement de valeur qui est quelque chose qui est pas facile en même temps que toutes les autres actions nous devrons faire. Merci. Il nous reste quelques minutes. J'ai des grands signaux comme ça de l'arrière de la salle. Nous avons une question en arrière. Merci, merci beaucoup pour les panélistes et la conférencière principale. Et merci aussi à Muriel pour comment dire, le pilotage de la conférence. En fait, je commence par une remarque après une question. Il a été mentionné que les maladies vectorielles montent vers le nord. Ils descendent aussi, vers le sud. Et ça reflète quasiment ce qu'on appelle les inégalités épistémiques dans le traitement de la question. Ça veut dire que l'espace narratif, on est plus dans cette rencontre du risque vers le nord que ce qui se passe vers le sud aussi. Donc, c'est une question de comment on partage l'espace narratif pour parler de ça. Et c'est souvent les gens qui le vivent dans leur quotidien, dans leur culture, identité, territoire, etc., qui sont quasiment en silence par rapport à la question. Ça, c'est ma remarque. Et la question? Ah oui, c'est ça, pardon. Ça, c'est la question. Oui. La question, c'est que j'ai bien entendu, mais il y avait un mot qui n'a jamais été prononcé tout au long de la rencontre, c'est la gouvernance. La gouvernance, la question de gouvernance. La question de la gouvernance dans le sens où parce qu'on est quand même dans des sociétés pluralistes avec des parties prenantes, avec des objectifs, agenda, idéologie, etc. Je continue. À un moment donné, il faut se mettre d'accord sur un objectif collectif avec un arbitrage de ce qu'on appelle les arrangements institutionnels, aussi bien, par exemple, du côté de l'ONU, ce qu'on appelle la métagouvernance au niveau des États. Et nous, par exemple, d'un de mes travaux précédents, on avait vu qu'au niveau local, les organisations sont plus en avance par rapport au gouvernement. Mais donc, il y a toutes les synergies aussi au niveau de la gouvernance. Je pense que c'est un élément fondamental qui devrait être davantage appréhendé. Merci. Merci. Peut-être je vais adresser la question à Sébastien. Oui, en effet, on a besoin d'une gouvernance qui est adaptée aux défis climatiques
Et je dirais qu'il y a deux choses qui sont essentielles. La première, c'est une gouvernance qui est flexible, qui est capable de s'ajuster aux risques, qui est capable de développer des solutions et les améliorer de manière continuelle, de manière itérative. Malheureusement, ça ne semble pas du tout être comme ça que les politiques publiques sont adoptées par nos gouvernements aujourd'hui. Et il faut une gouvernance inclusive qui va rejoindre les gens, co-construire avec eux et elles des solutions qui vont permettre finalement les changements de comportement. Quand on parle de vouloir, on ne veut pas prendre la voiture électrique, on veut éliminer la voiture, bien, c'est un changement de comportement qu'il faut qu'on essaie d'effectuer. Et dans le fond, il faut le faire avec les gens en comprenant c'est quoi les structures qui sont plus... qui vont vouloir prendre le vélo versus... la voiture versus d'autres modes de transport. Donc, oui. Donc, gouvernance flexible et inclusive. Merci. Quelqu'un veut réagir? Sinon, je vais à la prochaine question. Madame? Merci beaucoup pour toute cette belle présentation ce soir. Je suis Isabelle Amaral, directrice de l'École d'architecture. Donc, j'aimerais peut-être développer davantage l'aspect de l'environnement bâti et l'impact de cela sur la santé des humains et de la planète. J'essaie de penser beaucoup à la décarbonisation des bâtiments, qui est un nouveau chemin plus que l'électrification. Il y a beaucoup à faire à ce sujet. L'Europe est environ 10 ans plus avancée en termes de normes et de règlements, mais aussi qu'il faut imaginer des nouvelles façons de vivre et d'habiter plus proche, d'habiter plus serré et d'accueillir des nouvelles communautés, parce qu'il y aura certainement des crises de migrants et on va être obligé d'accueillir et de partager notre part du gâteau. Et donc, j'aimerais penser à ce qu'il y aurait des façons d'amener le discours sur la santé et mieux l'intégrer à la pensée sur un environnement bâti qui soit meilleur et qu'on puisse aussi imaginer des nouvelles façons d'habiter et d'avoir des propriétés, en fait, de ne pas en avoir et de changer plutôt le modèle économique par rapport au foncier. Merci. Est-ce que vous aviez une question ou c'était un commentaire? J'aimerais entendre un développement sur une pensée sur celle-ci, sur ce sujet-là. Bon, mais Mélissa, elle est en train de... Oui, allez-y. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'avoir été invitée par le consulat français à une visite en France, puis c'était sur mesure pour des personnes, ils appellent ça personnalité d'avenir. Et là, j'ai dit, moi, ce que je veux voir, c'est du reverdissement des villes. Je veux voir la culture, je veux voir justement l'adaptation au changement climatique. Là, ils m'ont fait une belle sur-mesure. Et je suis allée voir justement un groupe qui faisait du reverdissement dans la ville. Et là, j'étais comme esbrouffée par le fait que, oui, c'est vrai qu'ils sont en avance sur la réglementation, mais c'est parce qu'ils sont vraiment coincés. Quand ils reverdissent un pied carré, c'est comme célébration. Je dis, on n'est pas rendu là, nous autres. On parle de plus grand terrain que ça. Puis là, je demandais, mais pourquoi? Il dit, mais parce qu'à chaque fois qu'on creuse, on tombe sur un temple gallo-romain. Et là, ça dépasse. C'est genre tout ça embarque, là. Et que là, c'est la protection du patrimoine. Puis là, c'est, OK, là, il y a l'habitation. Et trouver une manière de tricoter autour de ça, c'est sûr qu'il faut beaucoup de règles. Et que moi, je trouve que justement, ils se mettent des bâtons dans leur propre roue à eux-mêmes. Puis je disais, tu sais, c'est fou pareil parce que le construit du patrimoine, le construit de l'architecture, ça, c'est extrêmement fort en Europe, particulièrement. Nous autres, présentement, on détruit des maisons patrimoniales comme si on en avait à revendre. Mais peut-être que c'est un avantage qu'on a présentement parce que quand j'ai vu Notre-Dame de Paris brûler, je suis comme « yes ». Parce que c'est pas mon penchant anti-religieux. Non, je me suis dit, c'est tellement une belle occasion pour créer un parc et planter des arbres là où se trouvent les anciens poteaux. Tu sais, je me disais, hey, ça serait un milieu parfait pour mettre un beau parc direct sur la Seine. Ben non, ils sont allés couper des chaînes, ils ont recréé pareil comme c'était. Il y a des millionnaires qui sont allés chercher des sous puis qui en ont donné pour reconstruire exactement la structure comme elle était. J'ai dit ça, c'est l'attachement au patrimoine, ou plutôt au patriarcat. Et là, c'est de changer notre construit sur comment on voit l'architecture, comment on voit le paysage urbain, justement, tantôt, tu disais, excusez-moi, vous disiez, je suis tutoyeuse, invétérée, excuse-moi.
on combat la nature. Tu sais, on parle de reverdissement. Non, on fait juste laisser la nature aller de son plein gré. Elle va y aller tout seul. Mais nous, on combat la nature tout le temps. Et là, c'est encore une manière qu'on a de combattre la nature. Et là, je le voyais dans un milieu vraiment condensé de maisons, d'habitations, de forêts qui ont été justement vidées de leurs ressources, de leur biodiversité. Et quand j'ai dit, mais pourquoi ils n'en ont pas fait un parc? Et j'avais l'air d'une petite folle. Et j'avais l'air d'avoir, comme si j'en avais fumé du bon. Mais pour moi, c'était nos cathédrales, à nous, c'est les forêts. Nos chutes, justement, la Magpie, si vous y allez, vous allez comprendre pourquoi on se bat pour qu'elle continue de couler. Mais on ne le regarde pas de même. On pense qu'en empilant 3 briques, on a créé quelque chose de plus beau encore que ce qui existe déjà. C'est que, dans le fond, comment construire autour de ça? Comment, justement, arrêter de voir la pelouse comme une nécessité? Comment construire avec ce qui existe déjà comme matériaux? Optimiser ce qui est déjà là plutôt que de vouloir construire les espèces de McMansion qu'on voit beaucoup pousser sur la Rive-Sud, puis même à Granby, où ce que je suis, puis qui se ressemblent tous. Ou même en Alberta. Merci. Excuse-moi. Merci. Je vous arrête parce que vous m'avez dit que vous étiez très bavarde, mais vous pouvez continuer après. Je vais donner la parole à 2 dernières personnes, monsieur et madame, et après, on va clôturer. En passant, j'ai donné le feu vert à Muriel. Coupe-moi. Allez-y brièvement. Votre question, commentaire à des personnes spécifiques. Brièvement. OK. Oui. En fait, moi, ma question, elle se dirige à Mme Harper. Oui. Et c'est par rapport au COP. Je pense qu'il y a définitivement un argument solide par rapport à, historiquement, leur pertinence dans amener l'environnement dans le discours général. Mais je pense que, de ma perspective, dans les dernières années, avec le fait que ça se tient dans les États pétroliers, avec le fait qu'il y a de plus en plus, à chaque année, de lobbyistes pétroliers qui sont présents, et je pense le peu de résultats qu'on en sort maintenant, moi, personnellement, je deviens de plus en plus cynique par rapport à la pertinence des COP dans la transition socio-écologique en général. Mais vous avez mentionné que vous avez dit que ça a une pertinence primordiale. Alors, je serais curieux de savoir, c'est quoi, vous pensez, le positionnement de la COP dans la transition et aussi comment vous conciliez votre travail, qui est très important, avec le fait que parfois ça peut être frustrant, que ça n'amène pas aux politiques qu'on veut. Merci. Merci pour cette question. Allez-y. Shirley Harper. Okay, sorry, I wasn't sure if you were talking to the next person with the question or to me. Yeah, I totally agree. I mean, the COPs are certainly not sufficient, like they're not enough. But I think that really important decisions are made there. So for one example of an important decision at Sharm el-Sheikh in Egypt was the loss and damage decision. That was a landmark decision. There were a lot of other disappointments at that COP for sure, but that was a really important one, and that was really critical to the Global South. I think that to call the entire COP and negotiations a failure would be from a very global North perspective, because for the Global South, that was a very important win. Your comment on fossil fuel companies there, I totally agree. And I would say that until this year, I used to see that not necessarily... I mean, it's a bad thing, but it's also a good thing because they wouldn't be there unless it impacted them. So it means that it's having some sort of impact because they're investing in sending people to the COP. So there's something about it that's working. However, at this last COP in Dubai, it was like a whole new level of fossil fuel companies there. And sometimes I was in, lineups to get coffee or something like that. And it felt like I was overhearing trades and deals that were happening between fossil fuel companies, and it was very discouraging. So I think that, that's a huge problem. I think that until this past year, I used to think it was a signal that that COPs were doing something, and that's why fossil fuel companies were there, is because they felt like they had to be there because there was something at stake for them. However, this past year was definitely, I felt very disappointing on that front, and is something that needs to be addressed in future COPs for sure. It's challenging because of the location that it was held, but because it's a UN event that happens, it has to rotate around regions, and some regions are oil-producing regions, and no matter what country hosts it would have been the same challenge. So I agree with what you're saying. They're not enough, but I also think that there are really important decisions that are made there as well. Merci. Et la dernière intervention, madame.
Oui, bonsoir. J'aurais aimé pouvoir terminer sur une note un peu plus positive, mais bon, je me lance. Alors, d'une part, je suis très sensible à ce que j'ai entendu par rapport à tout ce qui a été dit. Évidemment, ça soulève, comme chez la plupart des gens, j'imagine, des toutes sortes de liens. Mais évidemment, les changements de valeurs, les changements de comportement chez les individus qu'on souhaite. Comme psychologue, je suis aux premières loges de ça, de ces changements-là, des enjeux, des barrières auxquelles on fait face. Mais bon, mon point, c'est le suivant. C'est-à-dire que le Canada est fondé sur une économie essentiellement basée sur ses ressources naturelles. C'est-à-dire que notre bois sert à des Européens. La seule bourse canadienne qui existe est basée sur la croissance minière, qui est le TSX à Toronto. On avait notre industrie forestière, notre eau. Brian Mulroney voulait créer des aqueducs pour amener l'eau du Québec vers les États-Unis lorsqu'il était premier ministre du Canada. On est encore dans cette logique-là. Donc, je pense qu'il va falloir sortir de la boîte et cesser d'attendre après les gouvernements qui ont une pensée éconocentriste. Et je pense qu'il va falloir, comme individu, oui, certes, ne pas cesser d'aller voter et ainsi de suite, mais en même temps, je pense qu'il va falloir redevenir citoyen et prendre plus d'initiatives citoyennes et moins compter sur l'État fédéral, provincial, parce que les intérêts économiques sont tellement puissants que je ne pense pas, personnellement, peut-être que je suis trop pessimiste, mais sincèrement, je ne crois pas qu'on puisse vraiment, sincèrement, compter sur eux. On le voit, notre gouvernement, Legault. D'ailleurs, son modèle, c'est Maurice Duplessis. Est-ce que vous avez une question? Non, je voulais tout simplement vous partager cette espèce de préoccupation-là, et parce que j'ai entendu beaucoup de liens, le gouvernement au niveau provincial, au niveau fédéral, au niveau municipal, mais je pense que, oui, poursuivre, mettre la pression, parce qu'ils sont sensibles aux électeurs, ils sont sensibles aux voix, d'accord, ils veulent être réélus, mais en même temps, je pense qu'il va falloir sortir de la boîte et prendre de plus en plus d'initiatives citoyennes. Je vous remercie pour ce commentaire. On va finir avec ce point-là de points positifs au niveau de l'action citoyenne et de sortir de la boîte. Alors, je remercie beaucoup. On remercie tous Shirley Harper à Edmonton, Mélissa Molène-Dupuis, Nicolas Ogden, Audrey Smargiassi, Sébastien Jaudoin. Merci à tous. Je pense qu'on a fait un très beau travail. On a commencé quand même 15 minutes, 20 minutes en retard et on finit à 20h04. Je vais laisser la parole au doyen pour clore et après, on pourra relaxer avec un peu de vin et un peu de fromage. Merci. Merci. Donc, c'est juste un petit mot pour vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette conversation. Merci d'abord à notre conférencière principale. Thanks to you, Shirley, for sharing this talk with us. Many thanks. Merci à tous les membres du panel. Donc, merci pour vos belles paroles et puis pour ce que vous avez partagé avec nous. Merci à Isabelle pour sa synthèse. Merci à Muriel pour l'animation. Donc, ça a été un plaisir. Ouais. Et puis, on vous dit de prêter attention donc, à notre infolette. Il y a d'autres activités qui s'en viennent. Donc, prêtez attention et ça nous fera plaisir de vous accueillir à notre prochain événement. Donc, pour tout de suite, donc, veuillez rester pour partager un verre de vin et un peu de fromage avec nous. Merci.